19h. Yarana, merci d'être sur la première. Voici le sommaire de cette édition. Teahup'o se réveille et fait le bonheur des surfeurs. Locaux et étrangers ont testé leurs limites à Have-Ae dans des conditions aussi exceptionnelles que dangereuses. Un entraînement qui tombe à point nommé pour Kaolivast. Contrôle surprise pour les usagers de la route AFAA avec test salivaire de dépistage de stupéfiants. La lutte contre la drogue reste une priorité des autorités à l'aube des Jeux Olympiques. Quelle suite le gouvernement entend-il donner à la loi fiscale annulée par le Conseil d'État? Le flou persiste depuis l'avis rendu par la haute juridiction. Nous tenterons d'y voir plus clair avec le ministre en charge de l'économie et des finances, Tevaiti Poumari, est notre invité. Petite rivalité et grande manœuvre au Heivav Amat Ein-A. Les favoris de la discipline, que sont Team OPT et EDT, ont mené une bataille sur le plan d'eau pour décrocher la médaille d'or. Fin du suspense à la fin de ce journal. Des wipe-out aussi houleux que dangereux, rendus possibles grâce à une houle de sud-sud-ouest provoquant des vagues de 5 mètres. À Teahup'o, les surfeurs les plus aguerris ont profité du réveil de la passe de Have-Ae. Parmi eux, notre champion sélectionné pour les JO, Kaolivast. Commentaire signé Hayar Itahiata sur des images de Tim Pruvot. Dans moins de 2 semaines, il va concourir pour les Jeux Olympiques. Et pourtant, l'intrépide Kaolivast est là, dans la mâchoire de Teahup'o. Impossible de se retenir, idem pour Kevin Bourez avec cette vague tractée également. À quelques jours des Jeux, tout le monde profite de ces conditions exceptionnelles dans l'année. Ça fait du bien de réavoir des grosses conditions à la rame après la saison qu'on a eue l'année dernière. C'est vrai qu'en 2023, on n'a eu qu'un seul swell le 1er mai et après on n'a plus rien eu. On a eu 2 jours vraiment incroyables, ce qui faisait qu'il y avait vraiment de gros tubes qui étaient possibles d'être prises avec la force des bras. Malgré la présence des équipes étrangères sur le site, c'est la règle du local first qui prévaut. L'occasion donc pour les surfeurs du Fénois de tenter les plus belles vagues comme Matt Heidrolé ou le fougueux Eimeho Cesarmac, ici en backside. Mon objectif principal, ce serait de gagner les trials et gagner le CT d'affilée. J'ai surfé beaucoup de swell, donc maintenant le but c'est d'avoir la plus grosse vague jamais surfée. Oh, tu l'as presque déjà. Voilà, mais peu qu'il y ait plus de doute. Ouais, il y avait une assez bonne ambiance à l'eau. Les étrangers sont toujours respectueux des locaux et du coup il y a une bonne entente et pour eux c'est pas la meilleure chose à faire de surfer dans des grosses vagues comme ça parce que c'est des conditions très dangereuses et ils ont beaucoup à perdre. Si jamais ils se blessent et ils ne peuvent pas participer aux JO, c'est catastrophique du coup, voilà. À quelques jours des Jeux Olympiques, Teahup'o semble se réveiller. Peut-être se prépare-t-elle aussi pour ce grand événement. Et à moins de 2 semaines de l'événement sportif mondial, la pression policière s'intensifie sur les routes pour lutter contre le trafic de drogue, car les chiffres sont inquiétants. Les stupéfiants sont responsables de 30% des accidents mortels. Alors à Autu Araya, il était difficile pour les usagers d'échapper au contrôle. Caroline Fari, Mirko Vanfo. Contrôle surprise pour les passagers de ce bus. Le chien de la brigade cynophile est à la tâche pour flairer drogue et grosses sommes d'argent. Idem pour les 2 roues, très vulnérables aux accidents, leurs conducteurs ne sont pas épargnés. Est-ce que tu en détiens sur toi des produits stupéfiants? Non. Non. Ouais, t'es consommateur de produits stupéfiants? Non. Non, jamais? On va faire passer un maître au chien pour s'assurer qu'il n'y ait pas de stupéfiants à bord du bus. Ouais. Il demande le permis, la catégorie, l'assurance, mais je fais. Ça va, vous êtes tranquille? Pour moi, oui, si tout est bon, mais c'est tranquille. Puis que je n'ai pas de cocaïne dans mon scooter. Dorénavant, les contrôles se font systématiquement via un test salivaire pour détecter la présence de stupéfiants. On a la cocaïne, les opiacés, les amphétamines. Le méthamphétamine, c'est l'ice. Le THC, c'est le paca. Donc là, un produit va réagir avec la salive de la personne, en fait. Si un trait apparaît en face de la catégorie, c'est qu'il est négatif, d'accord? Si jamais le trait n'apparaît pas, en fait, il sera positif. Avec 80 gendarmes mobilisés depuis le 23 juin, les autorités tirent la sonnette d'alarme. Priorité sera donnée à la lutte contre le trafic et le blanchiment des capitaux liés à l'argent de la drogue. Ceux qui amassent de l'argent avec ces drogues douces se constituent un capital pour ensuite acheter de l'ice. Et à partir de ce moment-là, la société est en danger dans la mesure où cet argent, il faut le recycler. Et donc, je vous annonce que notre prochaine priorité,
ce sera la saisie des avoirs criminels et le fait de lutter contre le blanchiment des capitaux. Au lendemain de l'adoption de la loi sur la dépénalisation du CBD, il s'agit aussi de mettre un bémol sur son utilisation. Ça n'autorise pas les personnes de s'instaurer pharmacien ou médecin, se prescrire ce médicament, parce que c'est présenté comme un médicament, donc c'est un médicament au sens juridique, et de pouvoir l'utiliser à des fins médicales. 3 opérations de ce type ont eu lieu depuis le début de l'année. En 2023, la consommation de stupéfiants était en cause dans près d'un tiers des accidents mortels sur la route. Depuis le mois de décembre, cette opération a permis la saisie de plus d'1 kilo d'ice. 512 personnes ont été mises en cause. 101 400, c'est le nombre de logements en Polynésie selon l'enquête sur le recensement de la population réalisée par l'ISPF. 81% sont des maisons principales et plus de la moitié des ménages sont propriétaires de leurs biens. Les logements collectifs représentent 12% et sont majoritairement concentrés aux îles du Vent. Le mal logement est devenu rare en Polynésie, constate l'Institut, mais il n'a pas disparu. 38 500 personnes vivent encore dans un habitat dont le confort n'est pas encore total. La directrice de l'ISPF l'a dit à Delphine Poudroux et Marcel Bonneau. Et on voit que 15% des ménages n'ont pas accès à un de ces éléments de confort dits essentiels. En 2012, c'était 19% des ménages qui n'avaient pas accès à un de ces éléments de confort essentiels. Donc on voit qu'au regard des conditions de logement, parmi celles les plus difficiles, ne pas avoir accès à un élément essentiel, eh bien on voit une amélioration des conditions de logement à travers ce prisme-là. Le confort sanitaire essentiel est donc défini par la présence de l'eau courante, d'une douche, d'un WC et d'une cuisine intérieure au logement. Les chefs d'entreprise et les ménages, toujours dans le néant après l'avis rendu par le Conseil d'État. La haute juridiction a, vous le savez, annulé la loi fiscale. L'opposition s'interroge aussi avant d'avoir été accusée par le ministre de l'Économie et des Finances d'être à l'origine de cette situation compliquée. On en parle avec vous, Tevaiti Pomare Yarana. Yorana Yata, bonsoir aux Polynésiennes et Polynésiens qui nous regardent ce soir. Merci d'être sur la première ce soir. Vous avez donc accusé, je le disais, l'opposition d'être à l'origine de cet imbroglio politique. Aujourd'hui, est-ce que c'est une manière de vous dédouaner ? Pas du tout, mais je veux juste rappeler que ce n'est pas la première fois qu'une loi fiscale est annulée, puisqu'en 2022, la loi fiscale sur les 1000% a été annulée pour la forme. Notre loi fiscale a été annulée sur la forme la première fois au mois de décembre, mais toutes les mesures fiscales que nous avons prévues sont légales puisqu'elles s'appliquent depuis le 12 avril. C'est la rétroactivité qui n'a pas été validée par le Conseil d'État, ce qui veut dire que ce sont les mesures anciennes qui s'appliquent avant la date du 12 avril. Certains devront payer plus et d'autres seront remboursés. C'est l'administration fiscale qui se rapprochera directement des particuliers et des entreprises pour réclamer les sommes ou les rembourser, ce qui veut dire, en résumé, que ni les entreprises ni les particuliers n'auront à se manifester. C'est l'administration fiscale qui se rapprochera d'eux. Alors nous allons y revenir sur le fond un peu plus tard, mais pourquoi aujourd'hui accuser l'opposition d'être à l'origine de cette situation ? Je voulais simplement rappeler à l'opposition que ce n'est pas la volonté du gouvernement de réclamer des sommes qu'elle n'avait pas prévues dans son budget. Et aujourd'hui, l'annulation de la rétroactivité nous amène à devoir réclamer à certains des sommes que nous n'avions pas prévues. Vous n'aviez pas prévu, mais en même temps, c'était dans la loi fiscale, c'est-à-dire que vous aviez prévu que cette loi soit retoquée par le Conseil d'État ? Non, justement, comme la rétroactivité n'est pas active, ce sont les anciennes dispositions qui prévalent, donc les exonérations et toutes les aides que le pays n'a pas pu mettre en œuvre ne peuvent pas bénéficier à la population. C'est pour ça que sur cette période, nous allons devoir leur réclamer certaines sommes. Mais je rappelle que ce n'était pas la volonté du pays qu'elle paye ces sommes. C'est-à-dire qui paye ces sommes ? Les personnes qui étaient concernées par les taxes et les nouvelles taxes fiscales ? Si la rétroactivité avait été acceptée, la population, les Polynésiens auraient pu bénéficier des exonérations qu'on avait prévues, par exemple des exonérations pour les matériaux de construction. Aujourd'hui, en fait, étant donné qu'ils ne peuvent plus bénéficier du fait de la rétroactivité,
nous allons devoir en fait réclamer aux importateurs de payer ces taxes, ces nouvelles taxes en fait, du fait de la non-application des exonérations que nous avions prévues. Ok, donc ça veut dire que la loi qui était applicable depuis le 1er janvier, donc tout ce qui devait être perçu par le pays ne le sera pas, c'est ce que vous dites. Toutes les dispositions nouvelles que nous avions prévues dans la loi que nous avons votée initialement en décembre ne peuvent pas s'appliquer sur la période du début d'année avant le 12 avril. C'est ce que je disais en disant que ce sont les dispositions anciennes qui s'appliquent et il y a des cas où nous devrons rembourser les contribuables et d'autres cas où nous devrions réclamer. Et puisque vous devriez rembourser, par exemple, les contribuables, nous allons prendre un exemple très simple. Par exemple, sur la vente de cigarettes, un buraliste a vendu des cigarettes avec des taxes qui ont été appliquées et qui ont été augmentées avec cette nouvelle loi fiscale. Aujourd'hui, vous allez rembourser le buraliste ? Aujourd'hui, nous allons voir l'importateur, puisque c'est l'importateur qui a bénéficié de cette exonération, d'accord ? Là, ce n'est pas une exonération, là, ce sont des taxes qui se sont appliquées, une augmentation. Donc, nous avons appliqué une taxe aux importateurs indûment, puisque l'exonération ne s'applique plus. Nous allons nous retourner vers les importateurs pour les rembourser. Et donc, les importateurs devront rembourser les buralistes, qui ont aussi appliqué cette taxe. Sur ce point-là, ça ne concerne pas l'administration fiscale. Mais dans ce cas-là, si le buraliste est remboursé de ces taxes trop perçues, eh bien, il se fait un petit peu de l'argent sur le dos des consommateurs, puisqu'il sera impossible pour lui de retracer les consommateurs qui sont venus lui acheter des paquets de cigarettes. Je vous rappelle que ce n'est pas la volonté du gouvernement. Alors aujourd'hui, mais quand même, ça va s'appliquer malgré tout. Donc sur ce point-là, vous n'avez pas réfléchi encore à comment ça va s'appliquer ? Sur ce point-là, ce n'est pas à l'administration fiscale d'intervenir. Donc c'est à tout un chacun de saisir le gouvernement, ou en tout cas les administrations qui sont en charge, c'est ce que vous dites ? Le gouvernement n'est pas concerné par cette question, puisque le contribuable, dans ce cas-là, c'était l'importateur. Et pour les ménages primo-acquérants qui ont pu bénéficier d'une exonération fiscale, est-ce qu'à ces ménages-là, vous allez aussi leur demander de finalement payer une fiscalité qui n'existait pas au moment de l'achat? Aujourd'hui, la non-rétroactivité nous oblige de réclamer des sommes aux primo-acquéreurs. Donc je rappelle que le gouvernement a voulu aider ces personnes-là à acquérir un logement et ils ont bénéficié, on va dire, indûment de droits réduits. La non-rétroactivité fait qu'on doit aller réclamer ces sommes. Mais je vous rappelle que ce n'était pas la volonté du gouvernement. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, la situation a escalé aujourd'hui et ces ménages n'avaient probablement pas prévu ce budget dans leurs dépenses. Comment vous allez leur répondre ? Je leur réponds qu'aujourd'hui, la loi est telle que ce n'est pas la volonté du gouvernement que nous réfléchissons à une solution. Si la solution en fait, juridique que nous envisageons est confirmée par le tribunal administratif, nous ne réclamerons pas ces sommes. Alors, puisque la loi fiscale a été annulée, on peut aussi s'interroger sur la sincérité du budget qui a été adopté l'année dernière. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Est-ce que le budget est insincère? Le budget est sincère, puisqu'au moment où il a été voté, il était sincère. Aujourd'hui, nous allons venir en fait faire un nouveau collectif pour ajuster le budget suite à la non-rétroactivité de la loi. Et donc, vous estimez à 154 millions donc, la somme à rembourser, 343 millions qui concernent la somme à percevoir. Les chiffres ont probablement dû évoluer depuis. Là, il s'agit des flux financiers, c'est-à-dire ce qu'on a reçu et ce qu'on doit payer. Mais au niveau budgétaire, c'est des autres chiffres qui ont été budgétés. Nous avons transmis en fait les éléments pour le prochain collectif. Il s'agira d'un montant d'ajustation de 600 millions d'euros. Et vous pensez que votre majorité va vous suivre? La majorité va nous suivre. Nous avons des résultats excédentaires. Je vous rappelle qu'on a eu plus de 63 millions de résultats. C'est plus de 50% de mieux que l'année dernière. Je rappelle aussi que Standard & Poor's a publié sa notation et a attribué une note A sur une perspective de long terme pour la Polynésie. C'est une meilleure note que l'année dernière et c'est la meilleure note qu'on n'a jamais eue depuis les années 2000. Ce qui veut dire que le pays on va dire, à une bonne gestion financière et budgétaire. Mais en même temps, quand on ne prend pas de risques, on ne peut pas avoir de mauvais
de mauvais jugements de la part de Standard & Poor's. Nous avons pris des risques puisque nous avons voulu mettre en place cette rétroactivité pour préserver les Polynésiens, justement pour qu'ils puissent bénéficier des aides qui soient soutenues dans leur pouvoir d'achat et dans leur capacité d'entreprendre. De quelles aides vous parlez ? Je parle par exemple des aides, des exonérations pour les matériaux de construction. Je parle aussi, en fait, pour mieux se loger, de la diminution des droits d'enregistrement pour les primo-acquéreurs. Mais là, ça ne s'applique plus puisque vous avez dit que la loi aujourd'hui est annulée. La loi s'applique depuis le 12 avril. C'est simplement sur la première période que les anciennes dispositions s'appliquent. Mais ces dispositions dont je vous parle, ces aides que nous avons prévues pour le pouvoir d'achat et pour une capacité d'entreprendre des Polynésiens, elles s'appliquent à partir du 12 avril. Et c'était bien la volonté du gouvernement de venir aider nos Polynésiens pour leur pouvoir d'achat et pour entreprendre. Merci beaucoup, Devaïti Pomaré, pour toutes ces explications. Et la Commission des finances se réunira le 16 juillet pour examiner les nouvelles mesures fiscales proposées par le gouvernement. Les belles oranges de Pun Awia, bientôt vendues en bord de route. Les porteurs sont descendus de Tamanu après une semaine de cueillette sur les plateaux. La récolte est moins abondante à cause de la peste végétale, mais la tradition est malgré tout perpétuée, comme vous allez le voir dans ce reportage de Delphine Poudroux et Marcel Bonneau. C'est une vallée accessible uniquement 2 mois dans l'année. Et au quotidien, en juillet, ils sont des dizaines à descendre de Punarou, les épaules chargées d'oranges, tous bien fatigués aussi. Là, on vient du Puapa, il y a d'autres qui arrivent là. Et bon, bref, c'est dur quand même. Tu as combien d'oranges là ? Là, 90, 45, 45. Et 2 belles. J'espère gagner un concours. Ah, tu as l'air en forme. Ben, je suis arrivé. Heureusement, sinon je ferai la gueule. Je serai encore là-haut, je ferai la gueule. À 71 ans, Jean-Claude fait partie des plus anciens porteurs de fruits. Et après avoir trop longtemps soulevé ses hauts faits, ses tiges de bambou sur les épaules, il a la bosse des bosses, celle qui rappelle qu'il est un porteur de fruits depuis l'enfance. J'étais tout jeune quand je suis monté dans cette vallée, et avec les tontons. Hein. Et puis là, j'ai continué. Là-haut, sur le plateau de Tamanu, ils y ont passé près d'une semaine, avant de pouvoir ramener les précieux agrumes. Une semaine, c'est long. Alors, au bord de la rivière, c'est beaucoup d'émotions à leur arrivée. Tu sais, quand tu vois les anciens qui ne peuvent plus monter, il n'y a pas de mots. Alors maintenant, il y a les petits qui ont grandi et qui font ça. Je ne sais pas, il n'y a pas de mots tellement c'est là. C'est émouvant ? Ouais, c'est émouvant. Cette année, c'est sûr, malgré les efforts des porteurs, la récolte d'oranges ne sera pas aussi bonne. De saison en saison, les protecteurs de la vallée luttent contre les pestes végétales qui grignotent de plus en plus de terrain. Il y a quelques oranges, hein, mais bon, c'est plus comme avant. Hein. Bon, après, il y a des grands arbres aussi, les espèces envahissantes, hein, les orangers. Mais quelle que soit la récolte en 2024, la tradition des porteurs d'oranges, celle qui se transmet de génération en génération, au moins depuis 1938, sera préservée. Et jusqu'au 14 juillet, la ville de Pun Awia organise de nombreuses festivités. Le défilé des porteurs d'oranges se tiendra demain à 9h. Nous partons à Ta'a. Là-bas aussi, comme dans beaucoup d'autres îles, le Heiva bat son plein. 4 ans que l'événement culturel n'avait pas eu lieu sur l'île Vanille. Nous rejoignons sur place Hitimanaki. Hitimana Yorana, comment la fête est-elle célébrée chez vous ? Oui, donc Ayata, vous le voyez derrière moi, le spectacle vient de commencer. Donc ce soir, 2 groupes sont en lice. Le groupe de Tamari Tapuamu d'abord, suivi du groupe Tamari Haamene, avec pour thème Tefarereira, traduisé donc par la rencontre. Alors 8 groupes sont en lice tout le long du mois de juillet, et ce jusqu'au 20. Donc ce soir, nous avons 2 groupes. Demain, il y aura encore 2 groupes. Et enfin, le 20, donc sera la soirée dédiée aux meilleurs orchestres ainsi qu'aux meilleurs danseurs et meilleures danseuses, et aussi donc à la remise des prix. Alors ce qu'on peut dire cette année, Ayata, c'est que pendant 4 ans, il n'y a pas eu de Heiva ici sur l'île de Ta'a, donc depuis la pandémie. Et aujourd'hui, cette année, donc,
On peut voir, vous entendez, vous voyez les gens derrière moi, la troupe. Donc tout le monde est heureux, les gens sont venus en masse justement pour venir et enfin pouvoir revivre ce qu'est le Heiva ici à Taha'a. Eyata. Merci beaucoup Hetimana Aki pour ce point en direct depuis Taha'a. On poursuit les festivités avec ce rendez-vous annuel, le Heiva'a Mat'aina, du V1 au V16. L'événement a tenu toutes ses promesses à Mataya avec 20 courses au programme. Les équipes se sont livrées à des batailles passionnantes, à l'image de Timo Pété et EDT qui se disputaient la première place. Résumé de la course avec Kalin Yenar et Heidi Enko. Ce sont des pirogues uniques au monde. Elles sortent sur le lagon une fois par an. À bord de ces VAA Super Tauhati, 16 rameurs juniors. Le combat est rude entre Timo Pété en rouge et l'équipe EDT en bleu. Ils sont au coude à coude sur les 3700 mètres du parcours. Timo Pété franchit la ligne d'arrivée en premier, mais ce n'est pas forcément gagné. Ouais, on n'a pas contourné la bouée. C'est tout, c'est le jeu. Hein. Ils ont joué le jeu, hein, essayer de rester à côté de nous. Petite collision, mais nous, on n'a pas aussi... Enfin... Les beaux, ils ont essayé de s'engueuler avec eux, mais ça ne servait à rien. Il fallait rester concentré jusqu'à la fin. Et ce qu'on a fait notre boulot, c'est tout. Première course de la journée, place aux benjamines et aux minimes. Au départ, les filles peinent à s'aligner à cause du courant et du vent. Sur les 2500 mètres du parcours, entraînement et expérience font la différence. Heina Vei Vahimar Eyors est sur son terrain de jeu. L'enfant de Mataya rafle la victoire. Tellement ça a payé et voilà, ouais. Hein. C'était dur aujourd'hui avec le vent, la houle, explique-nous. C'était tellement dur parce qu'il y avait le courant là-bas et ça faisait carrément comme ça les pirogues. Hein. Du coup, le départ, c'était pas trop ça. Mais arriver vers là-bas, c'était quand même top parce qu'il y avait un peu de surf, il y avait du clapot et c'était net. Même condition météo pour les garçons. En V1 sur 2500 mètres aussi, c'est un véritable sprint où le coup de rame se doit d'être précis. Et à ce jeu, Erhei Delors prouve qu'il est le meilleur. Le vainqueur du Teheito, catégorie minime de l'année dernière, creuse l'écart avec ses concurrents. Tout s'est joué au demi-tour. Quand on a tourné à la bouée, j'ai vu qu'il y avait des vagues. Hein. Du coup, j'ai profité de shooter les vagues pour que ça fait un écart entre moi et le reste qui est derrière. Prochain objectif là avec une solo. Prochain rendez-vous demain avec les seniors du V1 au V6 et dimanche, place au clou du spectacle, que des rameurs expérimentés en VAA Tauhati et Super Tauhati. C'est ainsi que s'achève ce journal. Voici l'information principale de ce vendredi. Une vaste opération anti-stupéfiants baptisée Place Nette avait lieu ce matin à dans le cadre du plan zéro délinquance des Jeux Olympiques. Tous les types de véhicules étaient contrôlés avec le chien de la brigade cynophile de la gendarmerie. Dans vos écrans ce soir, la prestation complète de la troupe de danse Tamar Imateya a suivi de la série télévisée américaine Condor. Merci de rester fidèle à votre rendez-vous d'information. Belle soirée et bon week-end. Je vous retrouve demain soir avec plaisir. Voici un aperçu du spectacle de Tamar Imateya. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet